Plus qu'un faire-valoir, Lando Norris, 35e champion de l'histoire, est devenu hier le symbole d'une nouvelle génération au pouvoir. Et si certains ont du mal à s'émouvoir de la mue de Lando No Wins en Lando No Risk, il faut garder en mémoire que les titres ne comportent jamais d'astérisque, au risque de tomber dans le blasphématoire. Salut les amis, ravi de vous retrouver, c'est Paddock Pass, votre nouveau rendez-vous F1 sur la chaîne YouTube de RMC Sport. On est ravis de se retrouver pour le dernier débrief d'une saison 2025 qui a été longue mais passionnante et dont on a connu les résultats hier avec le titre, on le disait, de Lando Norris. On va en parler justement dans cette émission, on va débriefer le Grand Prix d'Abu Dhabi avec la crème de la crème des chroniqueurs F1 dans ce monde. Monsieur Brice Germain, monsieur Hamza Ramani avec nous aujourd'hui. Ça va les gars ? Très bien. Ça y est, la saison est finie ? Oui, ça y est, après 24 éreintants de course, après beaucoup d'incertitudes sur le truc, mine de rien. On a une saison à débriefer plus tard, mais elle est forte d'enrichissement, enfin elle est forte d'enseignement cette saison quand même. Hamza, est-ce que tu t'es régalé sur cette finale ? Est-ce que c'était à la hauteur de tes espérances et espoirs ? J'aurais préféré la vivre dans d'autres circonstances que dans une salle de presse d'un stade de Ligue 1, mais non, ça a été, franchement, c'était chouette et mine de rien, tant mieux qu'il n'y ait pas eu d'accrochage et que tout fut très fair play sport jusqu'à la fin. Exactement, ça a été très très propre et on va en parler justement dans cette émission. Émission forcément dédiée avec une pensée pour ceux qui ont fait la fierté de la gloire de la France en F1. Merci Viry-Châtillon, merci les moteurs Renault. On aura peut-être l'occasion d'en parler justement dans cette émission. On se replonge dans ce qui a été les résultats de ce dernier Grand Prix de la saison, 24e manche de la saison 2025, que c'est long, une saison de Formule 1 désormais, avec la 71e victoire de Max Verstappen qui l'emporte devant Oscar Piastri, les deux McLaren, les trois belligérants au titre étaient sur le podium. C'était la belle photo, la belle image aussi hier. Charles Leclerc, première Ferrari et une très belle course, il termine 4e. George Russell, 5e. Fernando Alonso, qui a été l'acteur sur la piste et en dehors de ce grand week-end, il termine dans le top 6. Esteban Ocon, 7e, et ça fait du bien pour le Français qui a retrouvé de la performance. Ils ont tout démonté chez Haas, ils ont peut-être trouvé un loup justement dans cette monoplace. La grande remontée de Lewis Hamilton qui n'a pas passé Q1 pour la 3e fois consécutive, c'est un record dans l'histoire de Ferrari. Nico Hülkenberg à la 9e place, et puis il y a eu des pénalités qui sont tombées, mais ça on va y revenir, ce qui permet à Lance Stroll, qui a fait une sacrée course hier, de prendre le point justement de la 10e place. Très rapidement les gars, le premier lancement sur les sujets dont on ne va pas parler. L'homme du jour, c'est Fernando Alonso, brillant sur la piste, brillant aussi en conférence de presse. Il a allumé la mèche à peu près partout. Il a dit que ça faisait 15 ans que le meilleur pilote n'était pas champion du monde à la fin de cette saison, et puis le comeback d'Esteban Ocon, ça fait du bien quand même. Ouais, pour Alonso, normal day in the office. Je le vois pas parler autrement à la presse depuis maintenant 10 ans, depuis l'époque McLaren, donc non, je suis pas surpris particulièrement. Il m'a un peu régalé sur les premiers tours dans sa bataille avec Leclerc et Russell, mais son Aston Martin ne lui permet que d'être Fernand et pas Alonso, donc c'est un peu dommage. Maintenant on le sait, s'il a une voiture à un moment donné, on le retrouvera, peu importe s'il a 56 ans, donc donnez-lui une voiture et puis on verra. C'est ce qu'il a dit à Pedro de la Rosa. De la Rosa lui a dit, si tu arrives à finir 6e comme ça, de cette manière-là, qu'est-ce que ça fait avec une meilleure voiture ? Il dit, je termine premier. Intervieweur très neutre avec De la Rosa. Oui, bien sûr. Son meilleur copain. Et puis Esteban Ocon, tout le monde disait ce week-end, oh là là, il y a un danger pour ce mercato d'hiver, etc. etc. On sait que Haas désormais sera brandé, namé Toyota, mais Esteban Ocon nous a rassuré, il a fait pareil un sacré week-end. Bravo à lui. Qu'est-ce qu'on a retenu justement des 4 enseignements de ce Grand Prix d'Abu Dhabi ? On va beaucoup forcément parler de la lutte finale qui a consacré Lando Norris. Lando Norris, il a droit à 2 enseignements aujourd'hui. On va revenir sur la journée de boulot d'un champion. Hommage à Ryan Cherky et sa punchline de ce week-end. Un champion clivant. Et alors, les amis, on se posera bien sûr sur sa course, on se posera aussi sur sa saison. McLaren, Piastri était-il autorisé à lutter ? Il y a comme un doute sur ce plateau et dans cette émission sur le fait qu'on ait autorisé justement Oscar Piastri à lutter à armes égales. Verstappen, une dernière victoire avant la chute. Oui, parce qu'on a appris beaucoup de choses à l'arrivée de ce Grand Prix. Victoire fantastique de Max Verstappen, encore une masterclass, mais beaucoup de choses devraient changer chez Red Bull et on en parlera bien sûr dans cette émission. Justement, honneur en champion, honneur à sa course, parlons de Lando Norris, les gars, la journée de boulot d'un champion de Formule 1, d'un nouveau champion de Formule 1, Lando Norris, qui a commencé déjà en Media Day, cette conférence de presse des 3 belligérants au titre, en nous expliquant que non, s'il n'était pas champion, ça ne changerait rien à sa vie. Le bluff du jeudi pour Lando Norris, qui a réalisé
réalisé quand même un dernier run de Q3 plutôt très très solide, un départ prudent, la menace Leclerc sur le premier relais qui mine de rien a eu le DRS pendant 5-6 tours. Leclerc qui a mis la pression sur Norris qui a réussi justement à parfaitement défendre. Une stratégie, je le disais, défensive. Est-ce que justement la gestion était parfaite du côté de Lando Norris et de McLaren? Défensif, pourquoi? Parce que justement il s'arrête très tôt dans cette course en même temps que Charles Leclerc, en même temps que Fernando Alonso, et puis c'est lui qui vient couvrir le deuxième arrêt lorsque provoqué par Charles Leclerc. Un deuxième relais d'attaque, et c'est là justement où il a été sans doute impressionnant, clutch et incisif. On a en mémoire bien sûr le double déplacement sur Stroll et Lawson. Et puis le dernier point, l'incident avec Tsunoda. On veut absolument votre avis les gars. Aujourd'hui, est-ce que la FIA a pris la bonne décision en pénalisant Yuki Tsunoda et en blanchissant justement Lando Norris? On y reviendra avec un petit décryptage. La première question les gars, avant de parler de la saveur de son titre, quel goût vous a laissé la 3e place hier de Lando Norris et le week-end en général du pilote britannique? Week-end de gestion pour aller chercher un titre. Il savait ce qu'il devait faire, il l'a fait. Je n'avais pas de doute, moi, sur l'aspect pilotage, technique, sur la gestion de la course. C'est juste ces instants clés, en l'occurrence la qualification, le tour de Q3, en l'occurrence le départ, où il y avait forcément l'ombre qui plane toujours au-dessus de Norris, même si c'est allé beaucoup mieux cette saison. Il a vraiment montré des progrès entre la première partie de saison, entre déjà ce que l'on a vu la saison dernière, la première partie de saison, et ensuite la seconde partie de saison. Mais pour le reste, honnêtement, il a fait la course qu'il fallait. Il n'a pas pris de risque lorsque Piastri le dépasse au premier tour. Une manœuvre osée et sublime. Il va pas forcer à vouloir se battre. À ce moment-là, il est plus dans cette bataille d'ego, mais dans une gestion d'un championnat. Et il savait ce qu'il lui restait à faire pour aller chercher ce titre de champion. Et moi, ce qui m'a impressionné, peut-être pas, mais le plus plu dans la course de Lando Norris, c'est justement après son premier arrêt, lorsqu'il a multiplié les dépassements, il ne s'est pas posé de questions. Alors que justement, à ce moment-là, il a tout à perdre et il peut perdre beaucoup si un pilote veut se montrer un peu plus dur. Alors, quand il fait son double dépassement, lorsqu'il dépasse Tsunoda, il a fait le travail justement pour ne pas douter, pour ne pas entrer dans un engrenage où on perd du temps, on n'arrive pas à dépasser, du coup je peux prendre de moins en moins de risques et se retrouver un peu, on le disait la semaine dernière, le 4e enseignement qui sera le nouveau Vitaly Petrov. Mais justement, il a empêché par son comportement en piste Lando Norris d'avoir justement ce nouveau Petrov. Donc la course, elle est brillante de sa part. Elle est brillante de sa part. Ça rappelait un peu du Nico Rosberg 2016, un petit peu cette fameuse remontée. Je sais qui t'a marqué, Brice, toi. Oui, alors... Du coup, je souscris absolument tout ce qu'a dit Hamza, et il est dur d'ailleurs de compléter parce que en fait c'est assez complet justement. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il a su dans la gestion être et défensif et attaquant selon les momentum de course. Et pour le coup, c'est pas forcément donné au départ de la course qui va pouvoir faire ça. La position dans laquelle le met McLaren, avec un arrêt justement, comme tu l'as dit, assez tôt, ça le met dans une position où potentiellement ceux qui ont des pneumatiques moins frais, mais qui ont l'avantage de la position en piste, peuvent être un problème pour Lando Norris, peuvent provoquer quelque chose qui va mettre le pilote britannique en difficulté. Ça n'a pas été le cas. Et la manière dont il s'est débarrassé de ces pilotes est tout aussi intelligente que la manière dont il a laissé passer Piastri à l'extérieur, parce qu'il a tout à perdre en faisant quoi que ce soit. Piastri n'a rien à perdre à ce moment-là, et au final, autour de lui, ce ne sont que des pilotes qui n'ont rien à perdre. Il est le seul à avoir quelque chose à perdre. Donc, à chaque fois qu'il a eu potentiellement quelque chose à perdre, il a été attaquant et juste, et quand justement il n'y avait pas de manœuvre à effectuer pour gagner quelque chose, il a su justement laisser le cours de la course se faire. Il a laissé Charles Leclerc pas loin, et pour autant la Ferrari pouvait être une menace psychologiquement pour lui. Il l'a laissé pas loin, et quand il s'est agi avec l'avantage des gommes pneumatiques de Charles Leclerc d'enfoncer le clou du côté de Norris, il l'a fait, il a réussi à se maintenir dans le rythme d'Oscar Piastri, et pour le coup c'est une gestion froide. Ça y est, on a eu cette gestion froide là qui au final, on le verra peut-être plus tard, s'est vue aussi à d'autres moments de l'année, mais comme elle n'était pas flamboyante, comme il n'y a pas eu de coup d'éclat à certains moments,
on l'a peut-être pas forcément vu de la même manière. Hier, c'est visible parce qu'il doit sécuriser un titre et il l'a fait. Et au final, il n'y a pas grand moment où il a été en danger au niveau championnat du monde hier. Sur le premier relais, quand même, il y a un petit doute parce qu'on se dit, à force d'être justement conservateur, il prend beaucoup de risques. Quand on voit la puissance de l'undercut hier, on le voit notamment sur l'arrêt anticipé de Lewis Hamilton qui était passé en soft. George Russell qui a été reparti juste devant Lewis Hamilton en s'arrêtant un petit peu plus tard alors qu'il partait justement de beaucoup plus haut. C'est une course qui aurait pu être beaucoup plus risquée de par cette prudence justement sur ce premier relais avec un Charles Leclerc aussi qui a eu des restes sur le premier relais. Le seul risque qu'avait Norris sur ses stratégies, c'est de ressortir dans le trafic et de ne pas pouvoir se défaire du trafic. Tu parles de puissance d'undercut avec Hamilton. Hamilton, il avait, me semble-t-il, le clean air. Oui, c'est vrai aussi, t'as raison. C'est vrai. Norris, quoi qu'il arrive, à un moment, il devait ressortir dans le trafic. Alors la question, c'est est-ce que chez McLaren, on allait l'aider à n'avoir que 2 pilotes devant lui, 4 pilotes devant lui, 8 pilotes devant lui ? Finalement, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, mais Norris n'a pas tremblé justement sur cette gestion-là. Et c'est le plus important dans cette course. Exactement. Je voulais revenir sur un fait, les gars, avoir votre avis sur quelque chose qui a créé beaucoup de débats hier pendant la course et après la course. Certains n'ont pas vraiment compris ce qu'il s'est passé au 23e tour, cet incident justement entre Lando Norris et Yuki Tsunoda. Regardez ces petits clichés. Tsunoda a des pneus beaucoup plus usés. Il est beaucoup plus lent. Il précède Lando Norris dans sa remontée après son premier arrêt. On voit Yuki Tsunoda là sur ce cliché, il est à la droite de l'écran. Regardez cliché suivant. On est quelques images après. Yuki Tsunoda qui zigzague devant Norris à l'approche du virage 6 pour ne pas lui offrir l'aspiration. Le Yuki Tsunoda, vous allez le voir, se décale au dernier moment à l'intérieur, mais laisse un petit trou de souris dans lequel justement va s'engouffrer Lando Norris. En vrai, Lando Norris, à ce moment-là, il n'a pas vraiment le choix. Il insiste et il est même obligé de sortir des limites de piste pour éviter le crash. Vous allez le voir, sur ce cliché en caméra embarquée, c'est pas forcément très clair, mais sur le cliché suivant, on va se rendre compte que oui, Norris a bien les 4 roues en dehors justement des limites de piste sur ce plan opposé. À partir de là, 2 enquêtes sont ouvertes. Une contre Tsunoda pour changement de trajectoire pour bloquer un autre pilote. Une autre contre Norris pour avoir tiré un avantage en dépassant justement les limites de piste. Les décisions vont tomber un petit peu plus tard. Tsunoda est pénalisé de 5 secondes. Norris est blanchi pour le dépassement hors des limites de piste, puisqu'à ce moment-là, en fait, il est considéré comme une conséquence, on va dire, à l'attitude non sportive de Yuki Tsunoda. On vous a pris le point de règlement aussi également sur lequel s'est appuyée la FIA. C'est l'article 33.3 de la réglementation, en tout cas sportive, de la Formule 1. Plus d'un changement de direction pour défendre une position n'est pas autorisé. Tout pilote qui revient vers la trajectoire idéale, après avoir défendu sa position hors trajectoire, doit laisser au moins la largeur d'une voiture entre sa voiture et le bord de la piste à l'approche du virage. Les gars, comprenez-vous cette décision ? Avez-vous été étonné par cette décision des commissaires de course ? J'ai été étonné sur l'instant parce que il y a quand même des variétés assez diverses dans la manière d'interpréter ce règlement, de bloquer, pas bloquer, et de qui est responsable entre celui qui force un pilote à aller en dehors de la piste et celui qui gagne un avantage en dehors de la piste. On se souvient d'Austin 2024, Lando Norris dépasse par l'extérieur, en dehors de la piste, et se fait pénaliser. Dans un virage. Alors que c'est Max Verstappen qui le sort. Juste sur Austin, pardon Brice, il prend 5 secondes de pénalité, mais la justification, c'est qu'il aurait dû prendre 10 secondes de pénalité, mais il prend 5 secondes et seulement 5 parce que Max Verstappen le pousse dehors. C'est ça, circonstance atténuante. Donc, mais il prend quand même 5 secondes. Oui, mais c'est un virage. Là, c'est une ligne droite. Et en fait, sincèrement, je comprends pas trop toutes les pérégrinations de la FIA sur l'interprétation. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, les pilotes jouent tellement avec le texte que la FIA est obligée d'interpréter et de faire ce qui lui semble juste. Alors en l'occurrence, moi je vois pas, il n'y a pas un énorme débat finalement sur cette pénalité dans le sens où elle aurait rien changé. Là où ça aurait pu changer quelque chose, c'est effectivement que si jamais il doit se réarrêter et qu'il prend une pénalité, quid de l'écart avec Leclerc, mais au vu de ce qu'a réussi à manager Norris, je pense qu'il l'aurait mis l'écart. C'est pas une pénalité qui pour moi va faire débat sur l'ensemble du résultat final de cette course. Mais je vois encore que j'ai toujours un peu de mal à
prédire ce que va dire la FIA parce que la règle est plus ou moins la même partout, mais elle est interprétée un peu différemment partout. Encore une fois, si on se rappelle Abu Dhabi 2021, qui prend pas de pénal, qui prend une pénal, Las Vegas 2023. Là en 2021, tu sanctionnes Perez et Verstappen du coup, si tu reviens à Abu Dhabi 2021. Alors, la différence, c'est que Hamilton, il me semble qu'il a toujours 2 roues sur la piste au moment où il essaie de passer Perez et que Perez essaie de le bloquer. C'est dans la deuxième ligne droite, c'est pas dans la première. Dans la deuxième ligne droite, il le pousse dehors comme ça, mais c'est un intérieur qui fait qu'Hamilton arrive à couper comme ça et ensuite il passe. Donc c'est une situation qui est un peu différente quand même, mais encore une fois, c'est dur à interpréter parce que cette dualité de pousser un pilote en dehors de la piste et gagner un avantage en dehors de la piste se retrouve dans des circonstances tellement différentes, possiblement à chaque virage du calendrier, que j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir une ligne d'interprétation claire là-dessus, et c'est un peu dommage. Moi j'ai l'impression qu'il y a une histoire de constance dans cette histoire, parce que la règle, on sait, elle existe, mais la règle, est-ce qu'elle a véritablement été appliquée par le passé ? Non, mais l'inconstance, l'incohérence, moi honnêtement, j'ai même plus envie de débattre de la FIA. Enfin, c'est juste fatigant, course après course, comme disait Brice, tu sais pas à quoi t'attendre. Par contre, moi ce que je note, ce que j'apprends hier, c'est que avec cette lecture de la réglementation, Verstappen aurait dû prendre 5 secondes de pénalité à Abu Dhabi 2021 pour avoir changé de direction plus d'une fois. Parce que mais Tsunoda, ça n'a pas changé du coup ça ? Tsunoda, il est sanctionné. J'ai récupéré du coup l'image parce qu'on avait un doute hier soir, mais les 5 secondes de pénalité, c'est parce qu'il change plus d'une fois de direction sur la ligne droite. Donc effectivement, la modification, moi dans mon souvenir, c'est qu'après ce qui s'est passé à Abu Dhabi 2021, avec les changements de direction, les multiples changements de direction de Verstappen pour casser l'aspiration, ils ont essayé de durcir justement cet aspect réglementaire. Mais ce que j'apprends aujourd'hui du coup, c'est que Verstappen, dans l'application du règlement aujourd'hui, ce qu'il a fait en 2021, s'il le refait aujourd'hui, c'est illégal. Et ce que j'apprends aussi, c'est qu'Hamilton, s'il avait passé Verstappen sur la première ligne droite en 2021, il prend pas 5 secondes de pénalité pour l'avoir dépassé hors piste. Mais on sait très bien que ce n'est pas illégal à partir du moment où tu joues le titre et qu'il y a la pénalité. En fait, la décision humaine a trop d'importance sur l'ensemble du championnat. Donc c'est une question d'incohérence, de cohérence. Voilà. Enfin, en fait, si Stroll fait la même chose que Tsunoda, mais tout à fait. Sur Bortoleto, c'est ce qu'il a fait. Ah ouais, et non, mais c'est ce qu'il a fait, parce que ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y a eu une pluie de pénalités. Il y a eu une pluie de pénalités à l'arrivée de cette course, où on a appris donc après la course que Stroll et Berman justement avaient été sanctionnés et pénalisés pour les mêmes raisons que Yuki Tsunoda. Alors, pardon, le mauvais esprit que je suis pensera que les pénalités, tu m'as dit Berman. Stroll et Berman prennent pénalité parce que justement Tsunoda prend pénalité pour ne pas avoir de précédent sur la même course. C'est sûr. Voilà, on a sanctionné Tsunoda de cette manière sur cette course, il fallait sanctionner les autres de cette manière. Si ça arrive au 4e Grand Prix de la saison, on verra l'année prochaine. Des circuits avec des dépassements sur ligne droite, on en aura, on verra. Et puis dans un monde où Piastri, au premier tour, il est collé, ou au deuxième tour, il est collé à Max, il va le faire, il va jamais prendre pénal. C'est sûr et certain, pas parce que c'est Max, parce que c'est la lutte au titre. Max au Mexique en 2025, là, cette année, là, quand il coupe, oh là, attends, on va pas intervenir là-dedans. En fait, il y a le spectre de Michael Masi qui plane au-dessus de tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, quand tu veux intervenir dans une lutte au titre, t'es comme ça. La vérité, c'est que tu n'es pas traité pareil dans les 4-5 derniers Grands Prix avant la fin de saison vis-à-vis de l'enjeu. C'est un problème, mais en même temps, je peux comprendre que humainement, quand tu as une décision à l'arbitrage comme ça, à l'interprétation, il est compliqué de dire, bah voilà, en fait, si je prends cette décision-là, j'influe le championnat du monde. Donc il faut que ce soit un robot qui prenne la décision. Tout à fait. On parlera GPT, la même situation. On a eu une situation similaire, Vettel-Grosjean en 2012, avec Sébastien Vettel. Alors c'est pas exactement sur la ligne droite, c'est sur la ligne droite suivante, mais on est sur le même principe, on se décale sur la gauche. Et à l'époque, il y avait le Kers et Vettel double Grosjean avec l'aide du Kers à l'extérieur de la piste. Il n'a pas pris pénalité parce qu'il a rendu la position dans le tour d'après à Romain Grosjean. Mais on est sur la même situation. Les réactions justement après ce petit move, Lando Norris quand même qui a vu les images après coup et a pris du recul. Il dit c'était plutôt serré, on était très proche. Quand on y pense, avec un peu de recul, on se dit mince, si c'était 5 cm plus près, c'était fini pour moi. Ouais, en effet. J'ai pas l'impression que c'était si proche que ça. Moi non plus. Ça va vite quand même. Hein. Non mais bien sûr que ça va vite. Enfin, on est bien d'accord qu'à image arrêtée, c'est pas du tout la même sensation qu'à image réelle. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'espace que ce qu'il dit et que s'il veut faire l'effort, il peut être en piste. Après, encore une fois, il a besoin d'une marge. Il joue le titre. Il peut pas dire je vais faire l'effort pour rester. Je préfère prendre 5 secondes de pénalité que
que de cracher avec Yuki Tsunoda, qui aurait été bien sûr victime d'un autre harcèlement, encore une fois. Surtout que ça aurait été payant pour Norris si jamais il prend les 5 secondes. Mieux vaut dépasser, tu prends les 5 secondes et effectivement tu as le rythme après pour créer l'écart suffisant par rapport à Leclerc sur l'arrêt, le deuxième arrêt. Comme on a dit, la PENA n'aurait pas eu une incidence. Alors certains vont te dire, je crois au moment où il s'arrête, peut-être qu'il a 4 secondes, je sais même plus, peut-être qu'il a 4 secondes. 6-5. Mais peu importe en fait, Norris il adapte aussi son rythme par rapport à son besoin. Donc s'il avait besoin de mettre 2 secondes autour à Leclerc, je pense qu'il aurait été en capacité comme il l'a fait sur le deuxième relais, où au final Leclerc a repris 2 secondes en 3 ou 4 tours. Derrière, on a prévenu Norris. Après, sous pression, on ne sait pas comment. Norris et McLaren sous pression, ça aurait pu être différent. Dans la gestion d'une course, c'est différent de sous pression sur un seul tour de Q3. Tu vois. Donc, c'est différent. Moi, juste, le moment le plus drôle de cette séquence-là, c'est quand même Tsunoda qui dit laissez-moi, je vais m'en occuper. Ah, tu t'attends au move de l'année. Ça accouche d'un ballon de baudruche, mon pote. C'est catastrophique. En fait, entre Perez et Tsunoda, la défense, entre 2021 et 2025, alors il n'y a pas le même capital pneumatique, quoique, parce que Perez est quand même sur des pneus assez fumés. Entre une demi-seconde et une seconde d'handicap. Mais Norris est vraiment en 9. En 9-9-9. Je ne sais plus où en était Hamilton au moment où il passe Perez. Je ne sais pas si c'était aussi neuf que ça. Ouais, et puis il avait. Oui, non, t'as raison, j'ai pas fait le comparatif. Une réaction de Sergio Perez. Il aurait pu freiner plus tard, quoi, tu vois. Justement, la réaction de Sergio Perez sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup fait rire hier. C'était, peut-être que j'ai été trop dur. C'est F1 Troll, donc il balance cette image. Peut-être que j'ai été beaucoup trop dur avec toi. Et Sergio Perez qui répond peut-être. C'est fou de se battre pour être le meilleur serviteur. non, c'est moi. C'est moi qui étais le meilleur toutou. Hein. Attention, hein. C'est fou quand même de faire ça. Et Yuki Tsunoda, lui, qui comprenait pas trop sa pénalité hier. On rappelle, c'est sa dernière course, sera remplacée par Isaac Hadjar l'année prochaine. Il dit « J'ai une idée de pourquoi ils ont appliqué la pénalité, mais en même temps, je dois vraiment revoir pour savoir si cela mérite vraiment 5 secondes ou non, parce que ça a détruit ma course. Je trouve ça très sévère. » Est-ce que sur la première phrase, on est sur le théorème Fernando Alonso ou... Oui, je pense. Okay. Ça a détruit sa course. Enfin, c'est la stratégie de Red Bull qui détruit sa course, puisque la seule idée, c'est de le mettre devant une McLaren à un moment donné. Donc, c'est pas ça qui ruine sa course. Et ce qui détruit aussi sa course, c'est d'avoir raté ce tour en Q3, sorti des limites de piste. Ah ouais, surtout. L'image qu'on gardera bien sûr pour conclure ce premier enseignement de cette remontée de Lando Norris et ce double dépassement sur Stroll et Lawson, c'était un moment chaud. Franchement, c'était un moment quand même très très chaud parce que fallait assumer. Il les a mis sur la table. Hein. Exactement, il les a mis sur la table. Chercher une expression justement polie pour en parler. Ça l'est pas, mais un peu plus que celle à laquelle je pensais. Deuxième enseignement, les gars. On a parlé de cette course de champion, on est d'accord là-dessus. Une vraie course de champion, une vraie gestion de champion de la part de Lando Norris. Ouvrons un petit peu le spectre justement sur cette saison. Beaucoup de réactions à l'arrivée justement de ce Grand Prix. Et on a l'impression, ça nous étonne que très peu, qu'on a un champion très clivant. Et on s'est posé cette question justement, est-ce que c'est un beau champion ? Et on va même partir sur cette affirmation, un champion clivant. Et alors, pour ce deuxième enseignement, un champion qui fait débat, la prime à la régularité quand même, il faut lui donner à notre ami Lando Norris, 18 podiums, 75% de podiums, c'est lui qui a eu le plus de podiums en tout cas dans cette saison. Des victoires aussi incisives. Je sais que vous avez pu être critique l'année dernière sur Lando Norris, sur des petites erreurs, même lorsqu'il était en totale domination. On se rappelle de Singapour 2024, Australie, Monaco, Silverstone, Hongrie ont été des démonstrations. Il y a le rapport bien sûr statistique du nombre de kilomètres passés en tête, 1681 contre 2468 à Verstappen et 2379 à Oscar Piastri. Moi, il y a quelque chose sur lequel je veux insister, c'est la force de résilience de Lando Norris. Je trouve qu'il a su non seulement rebondir après les échecs qu'il a connus du côté de Montréal et Zandvoort, mais aussi qu'il nous a offert une deuxième partie de saison beaucoup plus consistante d'un point de vue mental. C'était aussi l'objet des critiques au début de cette saison. C'est un champion aussi qu'on juge différemment, parce qu'il est différent des Hamilton, des Verstappen, des Vettel, des Alonso qui ont trusté les titres depuis 15 ans. Il est un peu moins cannibale. Il admet ses fragilités et c'est aussi pour ça parfois qu'il a pu être critiqué. L'ombre des Papaya Rules aussi qui peuvent peut-être retirer un peu de crédit ou de saveur on va dire à ce titre, et quelque part la comparaison avec Verstappen. J'ai envie de vous dire les gars qu'il y a deux idées qui peuvent vivre ensemble, le fait que Lando Norris soit champion du monde et le fait que Max Verstappen soit sans doute le pilote de l'année. On va pas se mentir, on a pu être critique par rapport à Lando Norris justement en première partie de saison, dans son approche mentale notamment, mais à l'arrivée des 24 Grands Prix, qui peut dire aujourd'hui que Lando Norris n'est pas un beau champion ? Parce que c'était le débat hier à l'arrivée. J'ai complètement revu ma copie hier soir. En
Alors certains diront, bah voilà, il est champion, l'autre il retourne sa veste. Je vous en kikine déjà. Et puis, et puis il est très poli aujourd'hui. mais parce qu'en fait, j'ai essayé de capter. Je me suis dit, mais pourquoi un type qui est champion du monde ne m'a pas fait d'effet? Et j'ai essayé de comprendre en fait qu'est-ce qui m'a biaisé là-dedans. Parce que je me suis dit, mais si tout le monde le voit et que je le vois pas, c'est moi qui ai un problème. Généralement, en fait, quand tu es seul avec tes problèmes, encore une fois. Donc, j'ai re-regardé la saison. Et en fait, je pense que moi, en tout cas, j'ai eu une perception biaisée par l'impression que me donnait McLaren sur ce qu'ils auraient dû dominer versus ce qu'ils ont dominé. Ça, c'est une première chose. De deux, j'ai l'impression que je suis aussi beaucoup resté sur le prisme 2024, où c'était quand même pas la même manière de gérer les choses. De 3, je ne voyais qu'une deuxième partie de saison, comme tu l'as dit, monstrueuse. Mais en fait, la première, c'est simplement que Piastri est vraiment très étincelant. Mais au final, Norris, en première partie de saison, il ne rate le podium que 2 fois. Si je dis pas de bêtises, oui, que 2 fois. Il le rate au Canada de sa faute. Oui, de sa faute, ouais. Et il le rate en Arabie Saoudite, où il fait 4e. Mais le reste du temps, toutes les fois où il est hors podium, c'est pas sa faute. Vegas, c'est pas sa faute. Pays-Bas, c'est pas sa faute. Si en Azerbaïdjan, 3 fois, c'est sa faute. Vrai. Mais sinon, il est tout le temps sur le podium. Et en fait, quand tu regardes à chaque fois les arrivées des courses, il est 2e derrière Verstappen ou il est 2e derrière Piastri. Et oui, on l'a moins vu brillant. Mais alors, par contre, il a toujours été là. Oscar Piastri n'a pas toujours été là. Et Max Verstappen n'a pas toujours eu la voiture pour être là. Et au final, la saison qu'il a faite, elle est archi... en fait, elle est dense, elle est très dense en termes de constance sur ses performances. Il n'a pas été étincelant partout, encore une fois, mais quand il l'a été, il l'a vraiment été. Tu as cité Monaco, tu as cité la Hongrie. Je pense qu'on a été très biaisé. C'est vrai, Mexique, c'est une gifle. Hein. Je trouve qu'on a été très biaisé par le fait qu'il arrive à la pause début juillet avec 2 victoires. Je pense qu'on est très biaisé par ça, qu'il a gagné l'Australie, qu'il a gagné Monaco, mais qu'au milieu, ça a été à toi, à moi, Russell, Piastri, Verstappen, et qu'à partir de là, on se disait, il n'est pas à la hauteur. Mais au final, il est beaucoup plus régulier que tout le monde, et à la fin, c'est un titre prostesque. C'est vrai. Quand tu compares un pilote à Alain Prost, oui, non, tu peux pas dire que c'est un mauvais champion, non. Et dans sa communication aussi, on pourrait trouver un parallèle avec Prost, le fait d'assumer certaines faiblesses. Hamza, ton avis justement sur le goût, la saveur de ce titre de Lando Norris? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on doit attendre d'un champion du monde tout ce que l'on aimerait avoir d'un champion du monde? C'est ça. Je suis d'accord avec toi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Max Verstappen a placé les standards de ce que l'on attend d'un champion du monde à un niveau peut-être inédit pour en tout cas les gens de notre génération. Hamilton, ça a été beaucoup de domination, puis il y a eu Rosberg 2016, et vous savez ce que je pense de Nico Rosberg 2016. Si tu remontes à Jenson Button 2009, certains... Bon, après, Jenson Button, je trouve, il y a une belle histoire autour de Brown. Sincèrement, pour répondre à ta question, est-ce un beau champion? Oui, c'est un beau champion, mais c'est pas un champion qui, pour moi, restera dans l'histoire il restera dans l'histoire parce qu'il est champion du monde. Mais si demain on devait faire une tier list des champions du monde, ne serait-ce qu'au 21e siècle, Lando Norris, si c'est pas la dernière position, c'est l'une des dernières positions. Et je le dis si on prend aussi Verstappen, les 4 titres de champion chaque année, Verstappen 1, 2, 3, 4, les 7 titres d'Hamilton, etc. Moi, je pense sincèrement que Lando Norris, tu le disais très justement, la palme de la régularité, mais c'est pas parce qu'Oscar Piastri rate la seconde partie de saison qu'il y a une palme de la régularité à avoir avec la meilleure voiture. La palme de la régularité, pour moi, elle est davantage à donner à un pilote comme Max Verstappen, qui, au volant d'une voiture qui ne devrait très pas, irrégulière ou qui n'aurait pas dû lui permettre de jouer un championnat, encore une fois, sur 24 courses. Et il faut aussi avoir cette gestion que... cette analyse, sur 24 courses, tu vas commettre aussi plus d'erreurs que sur un championnat à 16 ou 18 courses. Il faut aussi le prendre en compte. Maintenant, avoir cette régularité, terminer 2e derrière Piastri ou 2e derrière Verstappen sur quasiment l'intégralité de la saison lorsque tu ne gagnes pas, sincèrement, pour moi, c'est pas un exploit alors que tu as une voiture aussi dominante que McLaren. Je n'attends pas de Lando Norris ou je n'attendais pas d'Oscar Piastri à ce qu'il nous réalise une Verstappen 2023 où il a écrasé la saison avec Red Bull alors qu'il avait la voiture dominante. Par contre, pour moi, et ce qui est terrible, ce qui est cruel pour Lando Norris, c'est que
tout n'est pas de son fait, et j'ai même envie de dire la majorité des points que je reproche sur l'image Lando Norris champion 2025, c'est du fait de McLaren. Qu'est-ce que tu penses de la saison 2010 de Sébastien Vettel, par exemple ? Est-ce qu'on n'a pas, par exemple, oublié de remettre en perspective le fait que il n'a jamais été leader avant la dernière course. Il n'a pas été leader par rapport à Mark Webber qu'il va défoncer après. Peut-être que Red Bull avait justement une voiture bien meilleure sur tout le long de la saison au vu de ce qu'avait Ferrari et de ce qu'avait McLaren. Je trouve qu'elle l'avait plus en 2012. Dans la construction de Sébastien Vettel, peut-être que c'était en fait son accessite à devenir un monstre plus tard. Je pense que cette lecture-là, il est trop tôt pour la voir. Retenir ce titre de Lando Norris comme étant un titre moins fort que les autres, c'est omettre la possibilité qu'il en mette 3 dans les années à venir et qu'ils les dominent tous et qu'au final on se dise la série de Lando Norris. Là on est sur une photographie de l'événement où on se dit peut-être à juste titre que il n'a pas utilisé sa McLaren à son plein potentiel et on est d'accord là-dessus. Mais au final, est-ce qu'il ne faut pas progresser, pardon, excuse-moi. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas une première saison comme ça, enfin une première saison de champion comme ça pour derrière faire ce qu'a fait Max Verstappen en 2023 ? Sachant que sur la première partie de saison, Norris le disait, j'ai beaucoup plus de mal à exploiter cette McLaren que l'an dernier. Problème de suspension. Donc, aussi. Il a eu aussi cette difficulté justement dans cette gestion de première partie de saison lorsque tu as Piastri qui dominait. Arrivé deuxième, c'est ce qu'il fallait faire, c'était le minimum, j'ai envie de dire. Il le faisait. Maintenant, je suis désolé. C'est pas le cas de Perez. Pardon ? C'est pas le cas de Perez, par exemple. Ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, oui, pour répondre... Pour répondre à ta question, oui, c'est un champion. Lorsque tu es champion sur 24 courses, pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand on fait les calculs, certains vont te dire, ouais, le swap de Monza, il n'entre pas en considération sur le résultat final des 2 points. On te dit 2 points, il a pris 3 points à Monza. S'il n'y avait pas eu ce swap, Lando Norris aurait fait le travail pour aller chercher, où on aurait inversé les positions Piastri-Norris. Il aurait été champion. En fait, c'est pas moins 3 points qu'il faut retirer dans le bilan en se disant Verstappen aurait été champion. La photo globale. C'est pas comme ça. C'est une dynamique, c'est une gestion de seconde partie de saison. Maintenant, encore une fois, quand tu fais 18 podiums sur 24 courses, que tu es disqualifié à Vegas, sinon ça fait 19 podiums. Tu le disais justement, prime à la régularité. Et Zandvoort, hein. Ça fait 20. C'est vrai. Ça, en plus, ça arrive en toute fin de course. Donc ça fait 20 podiums qu'il aurait dû avoir sur l'ensemble de la saison. Donc prime à la régularité, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans ce que j'attends d'un champion du monde, il restera pas, en tout cas pour moi, dans très très haut. Il y a deux aspects. Rosberg ou Lando Norris? Lando Norris. Ça, c'est une vraie question. Il y a deux aspects. Après Keke, je l'ai pas connu. Moi, la question que j'ai envie, c'est surtout Nico Rosberg ou Lando Norris. C'est dur parce que Nico Rosberg était quand même opposé à un mec qui a écrasé le sport et qui était une légende sur une saison. Nico Rosberg quand même. Mais le point de comparaison aujourd'hui, c'est plus Lando Norris ou Jenson Button. J'ai vu énormément de réactions de dire ouais, c'est un titre sans saveur, ça me rappelle Jenson Button en 2009. J'ai l'impression qu'on galvaude un petit peu les choses. Bah ouais, je l'ai dit moi. Tu l'as dit ? Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, c'est vrai. J'ai dit ça sur les réseaux sociaux, je l'ai entendu dans une autre émission, t'as raison. Il y a 2 points sur lesquels je veux insister, les gars. Justement sur le fait de cette perception un petit peu pas étrange, mais un petit peu spécial de la part du titre de Lando Norris. Déclaration de Lando Norris hier dans l'émission En Pôle, c'était sur Canal+, et la déclaration peut paraître lunaire. Il dit « Je me suis prouvé que c'était possible. J'avais du mal à croire que c'était possible. Aujourd'hui, je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable. C'est ma façon de penser. Beaucoup de pilotes sont certains qu'un jour, ils seront champions du monde. Moi, j'ai toujours pensé le contraire. J'étais persuadé que c'était impossible, que je n'étais pas assez bon, et je suis encore plus heureux de m'être prouvé que j'avais tort. » Moi, j'ai l'impression que il y a cette incarnation aussi du champion du monde parce qu'il est fait d'un bois complètement différent des cannibales que sont Hamilton, Verstappen, Fernando Alonso ou qu'a pu être aussi également Sébastien Vettel. Est-ce que c'est aussi une explication du fait qu'il puisse être aussi clivant? Et puis l'autre réaction, c'était sur Sky Sports cette fois-ci. Il remonte le fil justement de cette saison. Il dit « J'ai vécu beaucoup de moments difficiles en début de saison. Oscar a fait un travail incroyable. Il était toujours devant moi. Ça en était devenu délicat, mais ces moments délicats, il faut en tirer des leçons, les reconnaître, les comprendre. » Et là, j'insiste sur la force de résilience d'un Lando Norris qui, quand même, mine de rien, les gars, a beaucoup travaillé mentalement avec son physio, l'homme qui l'accompagne depuis toujours, bien sûr, John Malvern. Le travail invisible aussi avec Will Joseph. Le fait qu'il ait refusé certaines évolutions du côté de chez McLaren parce que, justement, il ne se sentait pas à l'aise dans cette voiture, parce qu'il n'y croyait pas, parce qu'il pensait, justement, qu'il fallait changer son fusil d'épaule. D'une certaine manière, il y a aussi un certain leadership en coulisses. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas assez racontées sur la saison de Lando Norris et sur les explications de cette montée en puissance. Il y a un point sur... alors le premier point que tu évoques, je trouve qu'il est très très important. Lando Norris, ça peut devenir une référence
l'histoire de la Formule 1, ou en tout cas cette volonté de s'ouvrir à un nouveau public, c'est que, et je ne veux pas que ce soit pris de manière péjorative, mais cette fragilité assumée, cette fragilité psychologique assumée, ces faiblesses qu'il a toujours, il a eu aucun problème à les exprimer. C'est loin de l'aspect robotique de Verstappen, de Hamilton, qui était dans la guerre psychologique à l'époque avec Nico Rosberg, etc. Lui, il a toujours, et je trouve que le fait d'avoir ce type de profil champion du monde dans une F1 qui cherche à s'ouvrir aussi à un nouveau public, je trouve que c'est intéressant, et ça peut être un tournant effectivement à terme pour peut-être les futures générations de pilotes qui voudraient être champion du monde, ou des pilotes victorieux, mais de ne pas avoir ce côté, voilà, c'est moi le méchant, c'est toujours moi qui n'a aucune faiblesse. Et effectivement, je trouve que ça peut être un point très intéressant. C'est peut-être même le point le plus intéressant à évoquer, je trouve, avec un Norris champion. C'est un marqueur générationnel de la nouvelle génération. Charles Leclerc, on retrouve parfois ces petits skills-là. Même Russell. Exactement. Ouais, mais je pense qu'on... Nous, tous les trois, par exemple, on est riche que de notre expérience. Et en l'occurrence, t'as été bercé à coups de sale coup. T'as été bercé à coups de... Schumacher, Barrichello, Hongrie... Pour être champion, faut être un bâtard. Et on n'a pas vu... C'est pour ça qu'on n'a jamais gagné. Moi, putain. J'ai jamais gagné. Ça, je suis a gagné, lui. Okay. Si je coupe ici, la cellule n'y est pas. Je vais faire 6 secondes plus vite. C'est terrible, l'image que vous renvoyez, c'est terrible. Chez les rushs. Où tu coupes, où tu manques de tuer Manu. C'est moi qui ai été inconscient. Non, mais en fait, imaginons, là, nous, on est né début des années 90, fin 80 pour Manu. Mais quand t'as connu Prost, Senna, Hakkinen, quoique Hakkinen était plus gentil que ça, il était plutôt inexpressif d'ailleurs, mais quand t'as connu Jacques Villeneuve, quand t'as connu Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sébastien Vettel... Je trouve qu'il a plus insisté au niveau du ton sur Fernando Alonso que sur les autres. J'ai eu l'impression bien évidemment. Ouais. Et que tu termines par Max Verstappen, quelle est ta culture du champion du monde? Pour nous, quelle est ta culture du champion du monde? Ça n'est pas Lando Norris. Et en l'occurrence... Je suis d'accord. Lando Norris est né en 99. On en est peut-être sur une bascule générationnelle où on est beaucoup plus dans justement cette expression-là et le fait de dire mais moi je ne vais pas dénaturer qui je suis pour devenir ou en tout cas accéder à quelque chose qui ferait que j'ai du sang sur les mains, entre guillemets. C'est tout à son honneur. Et c'est vrai que pour nous, par exemple, ça peut être un petit peu perturbant. C'est peut-être le moment où on devient des vieux cons. Effectivement, vraiment. Parce qu'on a cette éducation-là. Au-delà de ça, quand tu regardes l'ensemble de la saison, effectivement, il a réussi à ne pas se travestir pour devenir champion du monde. Et au final, s'il est en phase avec lui-même et qu'il devient champion du monde, qu'est-ce qu'on a à dire à ça ? Absolument rien. Ce cannibalisme-là est peut-être une ère qui est en train de mourir, même si Max Verstappen a prouvé qu'il avait encore de beaux jours devant lui parce que, en fait, en pouvant tenter le tout pour le tout, il allait pouvoir réussir à grappiller des points. Mais quelque part, la manière dont se comporte Max Verstappen hier aussi sur le deuxième relais te montre qu'il baisse pavillon face à un Lando Norris qui, en faisant tout correctement et sans faire de vagues, va aller chercher son titre. Quelque part, c'est aussi un peu un marqueur. Exactement. Dernière citation de Lando Norris. Regardez, pour moi, elle dit tout et elle va conclure parfaitement justement ce que vous venez d'expliquer. C'était encore une fois sur Sky Sports. Il dit « Si vous voulez me comparer à tous les champions, ai-je parfois été aussi agressif qu'eux? Non. Ai-je parfois été aussi audacieux qu'eux? Non. Mais ai-je fait exactement ce qu'il fallait faire pour être champion du monde? Oui. C'est vrai. J'ai l'impression d'être parvenu à le devenir comme je le voulais, c'est-à-dire en n'étant pas quelqu'un que je ne suis pas. » Ça, c'est sa plus grande victoire. Exactement. Ouais, vraiment. Tout simplement. Exactement. Voilà, en tout cas pour Lando Norris. Il y a aussi le comparatif, on en parlait tout à l'heure, mais il y a le comparatif avec Max Verstappen, où très clairement, les deux idées peuvent être associées, on le disait tout à l'heure. Oui, Max Verstappen est sans doute le pilote de la saison, et oui, Lando Norris est un beau champion. Basta. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans les débats, les deux idées viennent systématiquement, on va dire, se confronter. Je pense les deux idées peuvent coexister. Je pense qu'il y a une question de philosophie quand même derrière ça, où peut-être que tu n'incluras jamais Max Verstappen comme pilote de la saison parce que tu considéreras qu'il aura toujours besoin d'en faire trop pour arriver à ses fins. Donc je pense que c'est pas figé comme idée, c'est pas quelque chose de statistique concrètement. Mais oui, dans notre vision des choses, peut-être que c'est plus ce que tu dis. Ouais.
Troisième enseignement, les gars, on referme cette grande page Lando Norris et on va ouvrir celle de son coéquipier, Oscar Piastri. Était-il autorisé à lutter ? A-t-il joué le rôle de lieutenant justement dans cette bataille ? Y avait-il des consignes d'équipe chez McLaren ? Les Papaya Rules comme chape de plomb tout au long de cette saison et bien sûr en début de week-end également. Les allusions en conférence de presse jeudi avec un Lando Norris qui dit moi j'aimerais bien qu'il vienne m'aider. En tout cas moi je l'aurais fait pour lui. Mais bon la décision est à trancher pour Oscar Piastri. Mais moi je l'aurais fait en tout cas. Il y a les propos de Zak Brown aussi sur Sky Sports. C'était à l'arrivée justement des qualifications. Zak Brown qui dit à Nico Rosberg lui dit bon ce serait bien que tu laisses un peu tes pilotes se battre et en découdre. Et Zak Brown qui dit on va établir de nouvelles règles dans la nuit. On va en discuter avec nos pilotes et on verra ce qu'on fait demain. Et puis le lendemain, on arrive, le départ, les gommes dures au départ pour Oscar Piastri. Est-ce que c'était un choix imposé ou est-ce que justement c'est un choix d'Oscar Piastri ? Il y a ce premier relais qui est rallongé aussi pour protéger la remontée ou sécuriser la place sur le podium de Lando Norris. C'est mon interprétation, on verra si vous êtes d'accord là-dessus. Et puis ce constat quand même qui frappe à l'arrivée de ce Grand Prix, tu l'as dit Brice la semaine dernière, on a l'impression que McLaren, lorsqu'elle est à 2 contre 1, c'est limite devenu un handicap là où ça sera un avantage pour les autres. On peut louer quand même la stratégie d'équipe hier de McLaren, mais on va surtout se poser une question. Piastri était-il vraiment libre de se battre pour le titre sur cette dernière course ? A-t-il été mis au service de Lando Norris, les gars ? Pas au départ, mais McLaren, avec cette stratégie différente, s'est permis la possibilité d'inverser les positions sans le demander à Piastri. Et je trouve que c'est aussi bien pour l'image de la Formule 1, dans le sens où si il y avait besoin de céder une position justement pour Lando Norris, tu fais entrer Oscar Piastri une deuxième fois parce que Charles Leclerc, je pense que quand même, à mon avis, c'est quand même Leclerc qui provoque le deuxième arrêt de Lando Norris. Mais avec cette stratégie-là, tu te permets le deuxième arrêt de Piastri qui se retrouve derrière Lando Norris, et de la même manière que Ferrari l'avait fait avec Raikkonen Massa en 2007. Tu te retrouves sur un cas de figure où on change les positions. Moi, j'ai tendance à croire quand même que McLaren a voulu offrir la possibilité à Piastri de lutter pour la victoire, mais que la priorité, c'était quand même le titre de Lando Norris. Je pense que c'est ça, effectivement, le changement qu'il y a eu dans les Papaya Rules, c'est entre guillemets de dire si une circonstance de course amène à des chances plus grandes que tu sois titré, oui, Oscar, on te laissera te battre normalement. Au-delà de ça, là, à l'heure actuelle, au vu de comment ça se passe, il n'y a pas de raison de te donner un avantage particulier vis-à-vis de Lando. Je l'interprète comme ça. Maintenant, il faut aussi dire que le déroulement de la course n'a à aucun moment autorisé Piastri à se battre, dans le sens où il n'y a pas un moment où il est en position de créer quelque chose comme Sébastien Vettel en 2010 par exemple. Et sa stratégie, elle est la stratégie de quelqu'un qui n'a rien à perdre et qui ne peut pas gagner à la régulière. À savoir, je pars en hard et j'attends une potentielle safety car. Ne l'oublions pas, c'est ça qui a ruiné Lewis Hamilton en 2021. Oui. Sinon, en fait, Max Verstappen n'est jamais champion du monde. Max Verstappen est trop loin sur le rythme et n'a aucune chance d'aller attraper quoi que ce soit au vu de la manière dont Hamilton ressort de ses relais à chaque fois. Même avec Perez qui lui fait gagner 15 secondes, il lui remet 20 secondes, Hamilton. Là, c'est à peu près pareil. C'est que Norris ne perd pas de position. Max Verstappen est intouchable, donc la seule manière de faire, c'est de se retrouver dans une situation où il va avoir un arrêt gratuit et que potentiellement il y a une zizanie qui se mette avec Lando Norris et que lui soit premier. Dès lors, si ça n'arrive pas, la stratégie qu'a mis en place Piastri, elle apparaît comme mauvaise. Et c'est là que tu te dis, on l'a pas autorisé à lutter. Donc avec cette stratégie-là, elle permet deux choses. Soit s'il y a des circonstances qui aident Piastri, ça le remet en lutte. Soit il n'y en a pas, et comme l'a dit Hamza, ça le met en circonstance de pouvoir aider proprement Lando Norris. Et là-dessus, du coup, c'est normal que ça aille aux deux pilotes. Parce que en fait, Piastri a sa chance, et en même temps, Lando Norris ne se verra pas handicapé si la course se déroule sur des circonstances normales. Andrea Stella hier sur Sky Italia a débriefé justement cette course et la stratégie. Il était très content, Andrea Stella, de nous dire que McLaren justement avait fait une stratégie parfaite et pourtant ils avaient été critiqués tout au long de cette saison. Andrea Stella, il dit: il y a eu plusieurs conversations ce week-end avec nos pilotes. Nous savions qu'il pouvait y avoir un changement de position dès le premier tour et nous ne voulions pas l'empêcher. Mais nous avons insisté plus que jamais sur la nécessité de jouer la sécurité. C'est intéressant de laisser Oscar chausser les pneus durs et tenter de rattraper Max. C'était même dans une certaine mesure dans l'intérêt de Lando.
on peut vraiment croire Andrea Stella. C'était vraiment le choix de Piastri de partir en dur. Moi, j'ai l'impression même, quand on parle de ce premier relais qui est rallongé, j'ai l'impression qu'on essaye de nous intimer l'espoir ou l'idée que, en fait, on attend une safety car, on attend un miracle parce qu'il avait besoin d'un miracle et il l'a dit Oscar Piastri, mais que c'est un petit maquillage, un déguisement pour justement placer Oscar Piastri en lieutenant, en bodyguard de Lando Norris, d'une certaine manière. S'il y a besoin. Uniquement s'il y a besoin. La preuve, ils n'ont pas particulièrement demandé un swap. Ils terminent 2, Piastri. Non. Donc je pense qu'effectivement, on se garde l'arme. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait demandé à Oscar Piastri, veux-tu bien faire le swap, s'il te plaît? Ça, c'est vrai, t'as raison. C'est quelque chose qui a changé dans les Papaya Rules. Ils auraient swappé en cours de saison entre les deux pilotes. Tu serais à deux doigts de dire que les Papaya Rules ont été créés pour permettre à Norris de jouer le titre. Non, ça, c'est pas mon propos. Non, arrête. Ça, c'est pas Manu, mon propos. pas toi. T'es en train de ruiner T'es un homme cette d'expérience, émission, quand même. Ça, c'est pas beau. Faire dire aux autres ce qu'on pense, c'est vraiment pas beau. Excusez-moi, vous êtes Fernando J'aime pas Alonso. ça, Manu. Justement, tu parlais des Papaya Rules. Zach Brown, regarde ce qu'il dit. Assurément, on aura 2 numéros 2. Pardon, c'est moi. Ça, c'est mon propos à moi, c'est pas Zach Brown. Alors là, le quiproquo est légendaire. Énorme. Nous aurons 2 numéros 1 en 2026. On a beaucoup appris cette année. Mais pour ce qui est de laisser nos pilotes se battre, on l'a fait, y compris avec un dépassement d'Oscar sur Lando à l'extérieur. Donc on continuera l'année prochaine. On le fait chaque week-end. On leur donnera les mêmes chances. On a 2 pilotes qui peuvent gagner le titre et on verra l'an prochain. T'as vu que sur le synthé, t'as pas mis 1. Ouais. C'est-à-dire que même là, ça. C'est un bug de la matrice. Non, c'est libre à l'interprétation de chacun. Je pense que quand tu signes chez McLaren, on t'offre un exemplaire du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. En mode, ton intérêt, on en a rien à foutre. Mais tu vois, moi, la gestion de 2026, oui, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus chez McLaren. Et j'ai l'intime conviction aujourd'hui que s'il y a la possibilité de refaire des Papaya Rules pour l'intérêt plus d'un pilote que d'un autre, ce sera essayer de mettre Piastri champion. Alors on verra, parce que 2026, c'est une nouvelle ère de réglementation. Paraît-il, Mercedes a un moteur surpuissant par rapport à la concurrence, donc peut-être que McLaren sera devant ou pas. Renault aussi, apparemment. On verra, oui, malheureusement, ce sera sans Renault, mais... voilà. Si jamais on a de nouveau une lutte avec et Piastri et Norris ou seulement l'un des 2 pilotes possibles, aujourd'hui j'ai quand même la sensation que McLaren privilégierait Piastri pour la PDB. Ouais, là, je trouve qu'on part dans la. Non, mais c'est intéressant la suite de 2026 parce que si on fait le parallèle avec 2010, on se rappelle que Webber, malheureusement, ce titre déchu à la dernière course, l'avait quelque part un peu placé dans ce rôle de numéro 2. Ouais, mais parce que Sébastien Vettel était l'image, était l'incarnation de Red Bull. Alors qu'aujourd'hui, chez McLaren, Norris est l'enfant McLaren, mais malgré tout, ils veulent, encore une fois, sur les communications, c'est toujours quelque chose qu'ils ont dit. On veut construire avec ces 2 pilotes. Donc on verra. Maintenant, Norris a eu ce qu'il voulait, en l'occurrence ce titre. J'ai vraiment la sensation, je sais pas. C'est un gamin sous le sapin. Il a eu ce qu'il voulait, il a une bicyclette. Non, mais en l'occurrence, le titre de champion non plus. Il allait le chercher en piste quand même. Il est parti chercher en piste avec l'aide de McLaren. Ça, que tu le veuilles ou non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est pas. Piastri n'a pas dû s'écarter non plus à chaque fois. On verra si on fait une émission bilan, on en parlera. Mais on n'a pas la même lecture, mais c'est facile en fait d'arriver au 24e Grand Prix et de dire Norris c'est le meilleur de l'histoire et qu'il est champion du monde et que McLaren en fait McLaren, que tu le veuilles ou non, McLaren a eu une influence dans la gestion de ces 2 pilotes, a eu une influence colossale, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'image de Lando Norris. McLaren est la principale responsable de cela, et que tu le veuilles ou non, en tout cas moi c'est mon analyse, c'est ma lecture de 2025, et c'est facile de changer d'avis à la dernière course, c'est pas mon cas. McLaren a eu une influence sur la saison des 2 pilotes et sur la dynamique de ces 2 pilotes. Est-ce que tu dédouanes pas un petit peu le trou d'air et les responsabilités dans ce trou d'air d'Oscar Piastri? Mais évidemment, mais ça je le dis et je le redis encore une fois, la seconde partie de saison, Oscar Piastri, à partir du moment... Moi j'aimerais vraiment avoir l'explication, parce que le swap de Monza, pour moi c'est pas un argument qu'un pilote s'effondre mentalement parce qu'on lui demande de céder une position au 16e ou 17e Grand Prix de la saison. Pour moi il y a une explication que je n'ai pas et qu'on n'aura peut-être jamais. Oscar Piastri, il passe à côté de sa seconde partie de saison, que ce soit bien clair et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Oscar Piastri, je le redis, rate sa 2e partie de saison. Maintenant, McLaren a une influence colossale sur la dynamique de Lando Norris et d'Oscar Piastri sur la seconde partie de saison aussi. J'ai plus l'impression que McLaren, puisque je me fais entendre dire des mots que j'ai pas dit, j'ai plus l'impression qu'ils ont
influencer en mauvais la saison de Piastri plutôt qu'en positif la saison de Norris. Dans le sens où, encore une fois, il perd 33 points dans l'affaire Zandvoort et l'affaire Vegas, Lando Norris. Oui, je veux bien qu'on les remis sur les rails à Monza avec justement ce swap, mais encore une fois, on l'a dit, on a enterré ça, c'est pas un argument. Je pense qu'il avait réussi à bien profiter du creux de Piastri. Et à ce moment-là, il n'y a pas de team order à avoir. Il y a 4 places d'écart entre Norris et Piastri à quasiment à chaque course. Donc c'est là que ça se fait, puisque encore une fois, on arrive à Zandvoort, il y a 34 points d'écart entre Lando Norris et Oscar Piastri. Derrière, je pense que Piastri se met un peu tout seul dans la sauce et que si tu prends l'ensemble des décisions, il y a peut-être un léger avantage effectivement Lando Norris par rapport à ce qui s'est passé, mais j'ai quand même du mal à dire que c'est volontaire. J'ai quand même du mal à me dire que McLaren. Moi, dans un monde, si on revient sur Silverstone, on peut débuter à Silverstone, mais on va pas refaire course après course. Mais ce qui se passe aussi à Silverstone, la pénalité que Piastri qui n'est pas contestée par McLaren, je me demande pourquoi elle n'est pas contestée. Peut-être parce que le vainqueur c'est Lando Norris et que forcément Lando Norris qui gagne à domicile, tu vas pas lui retirer une victoire sur tapis vert. En fait, tu reprends tous les cas de figure, la 90 ou 95%, mais si on fait une émission bilan, je vais tous les ressortir un par un. La majorité de ces décisions 50-50, 50-50, ça allait davantage vers l'un que vers l'autre. Encore une fois, c'est une gestion interne. Finalement, bravo à McLaren, puisqu'ils ont récupéré le titre constructeur et le titre pilote. Mais s'il le rate, s'il l'avait raté, McLaren... Faut pas oublier non plus, je pense, le manque d'expérience de Oscar Piastri, on en a parlé hier à la fin de la course, et les manques parfois qu'il peut avoir dans certaines situations. Moi, je crois tout à fait aux explications d'Andrea Stella, même si c'était maladroit de le dire publiquement. Le fait de dire que quand il y a peu d'adhérence, Oscar Piastri a du mal justement à gérer les qualités de la MCL 39. On l'a bien vu au Qatar. Oui. Il disparaît pendant 6 courses qui ont des caractéristiques à peu près similaires. Au Qatar, quand c'est très abrasif, il arrive et il met un vrai écart avec Lando Norris. Donc la justification aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'un Lando Norris qui traverse un coup de moins bien, il est en capacité de faire 2e ou 3e sur la première partie de saison. Piastri, lorsqu'il est moins bien, il est en incapacité de rester proche de son coéquipier et de rester proche d'un Verstappen. Aujourd'hui, je parle évidemment de 2025. Monza, les gars, vraiment, je veux qu'on referme ce chapitre-là parce que Lando Norris ne s'est pas effondré après la Hongrie 2024. Si je reprends le même, si je reprends la même configuration. Non, mais c'est ce que je dis. En fait, on est d'accord. Pour moi, l'explication ne tient pas de Monza. Il n'y a pas de truc psychologique. Oscar Piastri, une radio qui l'a flingué. Pour moi, ça. Et encore une fois, il y a certaines. Parce que si c'est ça, c'est grave. Il y a certaines radios qui sont venues dans les oreilles d'Oscar Piastri qui sont dues à des moves où McLaren s'est dit, il nous met en danger. En Autriche-Hongrie, il a failli assassiner 2 fois François Ferdinand, notre ami Oscar Piastri. Les 2 fois. Donc derrière, on lui envoie une radio. Le move est marginal, donc please, détends-toi un petit peu. Donc il y a peut-être aussi des raisons à ce moment-là. Encore une fois, je suis pas du tout un défenseur de Lando Norris, je dis juste que je suis pas sûr, encore une fois. Il y a une telle équité que si jamais, j'ai l'impression que même McLaren s'en voudrait de donner un demi-punto d'avance ou une demi-seconde d'avance à l'un ou à l'autre. Maintenant, les situations de course ont fait qu'à chaque fois qu'il y en avait un à avantager, il se trouvait que les deux étaient collés, c'est Norris qui en profitait, parce que Piastri, les fois où il aurait pu être avantagé, n'était pas dans les fesses de Lando Norris. On va pas refaire parce que le bilan passe, mais rien que sur le Qatar, si tu prends le Qatar, tu as la possibilité. Norris, quoi qu'il arrive, à être désavantagé. Piastri, tu as la possibilité de ne pas le désavantager. Tu choisis de désavantager les deux pour qu'il y ait une histoire d'égalité. Donc à partir du moment où tu choisis ou tu ne choisis pas, tu choisis. Donc tu choisis de désavantager les 2 pilotes plutôt qu'un pilote. Oui. Donc en fait c'est un choix. Oui, donc au final, c'est un petit peu fallacieux d'arriver avec et je parle tout le monde. On peut pas arriver avec une théorie qui tient la route en disant que McLaren a avantagé l'un ou l'autre. Dans les faits, peut-être parce que il y a eu les conséquences des choix de McLaren a peut-être donné plus d'avantages à l'un qu'à l'autre. Mais dans les théories, je suis pas sûr. Exactement. Si on a pris un peu plus de temps sur certains enseignements, les gars, c'est qu'on est en train de travailler pour essayer de nous préparer un bilan. C'est pas sûr qu'on puisse faire un bilan, mais c'est sûr qu'on va se battre pour le faire. Voilà, donc c'est pour ça les gars, ils avaient envie d'empiéter un petit peu. On est comme Stella et Brown. Et voilà, c'est ça. Et ils avaient envie de rentrer dans le vif du sujet. Parce que Zach Brown, quand il dit une bêtise, il se corrige. Alors qu'Andrea Stella, comme il suit la bêtise de Zach Brown, et là je repense évidemment à Austin et Nico Hülkenberg, la sprint, Andrea Stella, il s'est retrouvé. Je sais pas quoi dire. Du coup, je sais plus quoi. Ouais, j'ai dit une bêtise.
4e enseignement, les gars, on referme la longue page McLaren. Honneur à McLaren. Les gens qui disent que Paddock Pass, les pistonnés sont des haters de McLaren, vraiment. Et on est regardez le code couleur de l'émission. Regardez le code couleur. Regardez le code couleur. Viva McLaren. Le temps qu'on a passé. C'est l'orange army, c'est pour Verstappen. 50 minutes d'émission sur McLaren, sur Norris, sur Piastri. Voilà les amis, j'espère que vous êtes contents. On salue le compte d'ailleurs McLaren France, qui je sais nous suit, qu'on a fait un peu souffrir, mais avec qui on rigole bien. Bon, il a souffert tout seul aussi avec ce que faisait son équipe. Je pense que Zagran et Andreas Stella, ils sont pour beaucoup plus que les majeurs responsables. Je pense qu'il aurait bien aimé qu'on soit là à valoriser le travail de McLaren cette saison. C'est une certitude. On va valoriser par contre le travail de Max Verstappen. La remontada même presque de Red Bull. Et cette question, une 71e victoire avant le grand saut pour Max Verstappen. Encore une masterclass ce week-end. 8e pole position, 8e victoire. C'est lui qui a le plus grand nombre de poles, le plus grand nombre de victoires dans cette saison. Pouvait-il en faire plus pour empêcher Norris d'être titré? J'ai vu beaucoup de gens déçus qu'il n'ait pas fait le coup d'Hamilton 2016, à bloquer, à ralentir, à essayer justement de faire un peu de vice. Non, il ne l'a pas fait, Max Verstappen. La dernière aussi, cette victoire de l'association magique Red Bull Honda qui aura marqué l'histoire de ce sport, tout simplement. McLaren Honda. Et puis la fin d'une ère aussi qui se dessine du côté de chez Red Bull. Ça, on l'a appris après la course. On a vu un Giampiero Lambiase en larmes à la fin de cette course. C'est peut-être la fin du tandem Verstappen-Lambiase. On ne sait pas si Lambiase sera là l'année prochaine en Formule 1. On sait qu'il est touché par des problèmes personnels. On sait aussi que l'organigramme de Red Bull pourrait bouger. Peut-être que Lambiase, justement, pourrait prendre de la hauteur dans cet organigramme. Helmut Marko serait sur le départ. Ça, c'est une demi-surprise entre guillemets quand on connaît le contexte de Red Bull cette année. Et puis le début de la nouvelle ère qui va être marqué aussi par la grande annonce de cette semaine. Isaac Hadjar est promu aux côtés de Max Verstappen. Un mot sur la course de Max. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à dire tant il a été encore une fois parfait dans ce week-end, dans la maximisation notamment de la performance, dans la montée crescendo, dans le réglage de sa voiture. Et ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui semble être presque une bascule dans l'histoire de Red Bull au vu de tous les changements qu'on vient d'annoncer. Non, moi, tout ce qui m'importe sur la course de Verstappen, c'est comment allait-il gérer la fin de course si le résultat ne lui permettait pas de devenir champion. C'est-à-dire le cas? J'ai eu ma réponse. C'est surprenant quand même. Hein. Ouais, sincèrement, en fait, tu sais quoi, moi j'ai été davantage surpris par Red Bull qui ne l'arrête pas une deuxième fois pour couvrir aussi bien Lando Norris que Charles Leclerc qui était plus loin. Et s'ouvrir la possibilité justement de faire ce qu'a réalisé Hamilton en 2016. Mais sincèrement, pour le sport, moi je trouve ça très bien qu'il ait agi de cette manière. Il a été super classe hier. Même la radio, même la radio de fin de course, c'est une masterclass. Enfin mûri, le fameux débat, tu sais. Non, mais enfin, et ça vient un peu à contredire toute l'image qu'on a de Max Verstappen. Enfin, à partir du moment où mathématiquement c'est possible, tu t'attendais à au pire crasse possible pour l'atteindre. Mais au final, ça joint sa communication du week-end qui est de dire, vous savez, j'en ai 4. Un cinquième, pas un cinquième. Enfin, on avait l'impression vraiment qu'il était dans une détente où il ne jouait pas forcément un titre et que quelque part, en fait, le prix du jury, le prix d'honneur, il l'avait déjà gagné entre guillemets. Tu sais, enfin qu'il n'y avait pas grand chose à aller espérer que d'aller salir potentiellement une saison magnifique avec des moves en piste totalement désespérés. Alors maintenant qu'on a fait de la poésie de comptoir comme ça, au bout il y a un titre et ça ressemble pas quand même à Max Verstappen de faire ça. Mais il l'a dit en cool room, il a dit, moi j'ai vu que tout le monde allait s'arrêter au même moment parce que les 15 partaient sur la même stratégie au début, et à partir de là je me suis dit il n'y a rien à tenter. Mais effectivement au deuxième relais il y a peut-être un truc à tenter. Alors je pense que sa dernière cartouche c'est effectivement est-ce que Charles revient, parce que si Charles revient peut-être qu'à ce moment-là il peut tenter quelque chose pour se dire en fait Charles a peut-être plus de vitesse que Lando Norris en ligne droite, donc peut-être que là je peux faire quelque chose. Mais si Lambiase lui dit non, Charles ne revient pas, j'ai l'impression qu'il a baissé les armes à ce moment-là, en milieu de deuxième relais, là où il aurait pu potentiellement faire un arrêt et se retrouver à jouer quelque chose. Là, il n'a pas voulu forcer le destin, j'ai l'impression. Il y a une ouverture sur 2026. Les propos d'Helmut Marko, c'était hier sur motorsport.com. Ça a fait l'effet d'une bombe, bien sûr, dans la nuit. Helmut Marko qui nous dit qu'il ne reviendra peut-être pas l'année prochaine. Il dit « Je vais en discuter et ensuite, je verrai ce que je ferai. J'ai un contrat pour 2026, mais c'est un ensemble de choses, un ensemble complexe de facteurs. Je dois y réfléchir, me reposer, prendre le temps d'y penser. Et ensuite, on verra. » Je ne savais pas qu'il y avait des contrats, Helmut Marko. Je pensais qu'il en faisait, mais à 82 ans. C'est un mec t'oublies qu'il a des contrats. Des obligations, exactement. Et puis
Max Verstappen qui a rendu hommage à Gianpiero Lambiase aussi à l'arrivée. Ce fut une année riche en émotions. Je ne veux pas non plus entrer dans tous les détails, mais ça a été très dur. Mais je suis très heureux de pouvoir travailler avec quelqu'un aussi passionné. C'est mon ingénieur de course, mais je le considère comme mon ami. J'ai vraiment hâte de partir d'ici, de le retrouver, car ce n'a pas été facile parfois pour lui. Je suis juste très fier de pouvoir travailler avec quelqu'un d'aussi bon. Si Gianpiero Lambiase venait à partir, ou en tout cas à changer de rôle, si Helmut Marko venait à partir, et ça a été plus ou moins confirmé entre les lignes aussi par une déclaration de Laurent Mekies, l'arrêt de l'association avec Honda, il y a quand même un énorme point d'interrogation sur la suite du projet Red Bull. C'est un gros chantier. Alors après, il y a des choses qui sont sûres, d'autres qui sont hypothétiques, comme Lambiase, comme Marco. Mais ce qui est sûr, c'est que la manière dont il y a eu des célébrations hier soir ressemblait à un adieu à l'ère qui les a fait briller. Donc un gros point d'interrogation sur la suite des choses. Donc une dernière victoire qui potentiellement en fait ne va pas en voir d'autres avant 1, 2, 3 ans. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc il y a un gros point d'interrogation. Il y a un gros point d'interrogation aussi sur la continuité de la motivation de Max Verstappen pour le futur, sur l'engagement de certains justement des protagonistes. Donc oui, c'est potentiellement une fin d'ère. Et le domino Horner étant tombé, le domino Newey étant tombé, j'ai l'impression que Red Bull peut-être dans 18 mois ne ressemblera plus du tout à ce qu'on connaît depuis maintenant une dizaine d'années. Le retour de la mainmise du clan autrichien, en tout cas sur la marque Red Bull. Rien de plus à ajouter, Hamza, sur... Juste une stat assez dingue. Sur les 30 dernières courses, Max Verstappen, c'est 527 points. Wow. Les coéquipiers de Max Verstappen, 38 points. Et il a mené le plus de tours cette saison. Et c'est ça, c'est lui. Ouais. Bon courage, Isaac. Même si, bien évidemment, tout va changer. Justement, bon courage, Isaac, mais c'est le meilleur moment pour le faire. Exactement, c'est le moment idoine pour le faire. Les gars, justement, on referme ce 4e enseignement. Juste une petite ouverture, un petit bonus pour vous, parce que vous êtes régalés justement à nous suivre tout au long de cette saison. La dernière fois qu'on a fait un 5e enseignement, c'était pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, donc on va pas l'appeler 5e enseignement, et parce qu'on pourra pas y consacrer non plus énormément de temps. Mais la prolongation, la fin d'époque qu'on a vécue hier, la F1 ne sera plus jamais comme on l'a connu jusqu'à présent. La fin du DRS, introduit en 2011, la fin du V6 hybride, introduit en 2014, la fin des voitures à effet de sol. Et d'ailleurs, on a vu que Max Verstappen et Oscar Piastri s'est soulagé en cool room hier d'en avoir terminé avec ces gros paquebots. Sauber qui tire sa révérence aussi, 32 ans d'une histoire suisse exceptionnelle en Formule 1. Les moteurs Renault, j'ai dit une trahison à la française parce que moi c'est vraiment mon coup de gueule de ce week-end. Flavio Briatore il est bon pour aller faire des photos avec Nigel Farage, mais alors pour mettre des petites photos des ingénieurs moteurs ou rendre hommage à ceux qui ont fait sa gloire, parce que Benetton, n'oublie pas que c'est un moteur Renault en 95, bref, et puis 2005-2006, même Fernando Alonso a été salué d'ailleurs les ingénieurs hier moteurs dans le garage Renault. C'est pas Alonso qui a pris la décision, c'est Briatore, donc je pense qu'il est pas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Fernando Alonso s'est déplacé dans le garage pour aller saluer un à un les ingénieurs moteurs de chez Renault. Flavio Briatore aurait pu avoir une communication un peu meilleure. Et puis le retour aussi, ce qui va changer, le retour à une grille à 22 pilotes. De tous ces points-là, si vous deviez en garder qu'un seul, les gars, ou s'il y en a un sur lequel d'ailleurs on est raccord. À la fin de Renault quand même. C'est fou. La fin de Renault, c'est une histoire de plusieurs décennies qui a marqué l'histoire de la Formule 1, au-delà même de la France. C'est vraiment l'histoire de la Formule 1, la grande histoire de la Formule 1. Le moteur turbo, le moteur turbo, la victoire à Dijon en 79 de Jabouille, Williams, l'ère de domination de Williams. Donc, la fameuse sincèrement, même Red Bull, finalement, Sébastien Vettel. Avec le V8, la performance, les 4 titres de Sébastien Vettel. Donc, non, c'est... En fait, c'est triste surtout de les voir partir de cette manière-là, un peu... c'est abject et dégueulasse. Personne n'en parle, ça se passe un peu... alors oui, effectivement, forcément, il y a un titre de Lando Norris, donc c'est peut-être la priorité aujourd'hui, même en France. Mais je trouve qu'on n'en fait pas assez autour de ce drame qui est la disparition de Renault je l'espère, disparition provisoire, mais on sait à quel point c'est difficile de revenir en Formule 1, encore plus avec les modifications technologiques. Gasly avait dit... oui, il a dit il a laissé paraître... C'est juste un A plus tard, il a dit. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Ça, c'est un discours c'est de la communication pour moi. J'ai pas pris ça comme...
Enfin, je sais pas, j'imagine mal qu'on lui ait dit ça, quoi. Les infos, parce qu'il y a des gens de Viry qui regardent cette émission, on les salue bien sûr, on est tout cœur avec eux. Les infos, c'est qu'il y aurait une cellule de veille sur justement ce qui pourrait être introduit en 2030, c'est-à-dire ce fameux moteur thermique qui fonctionnerait avec du carburant 100% bio. Ce qui semble être la piste de réflexion pour Dominique Ali et la FIA. Et encore une fois, dans une ère où les moteurs se font de plus en plus complexe en développement, si tu ne t'embarrasses plus de la performance piste et que tu développes pendant des années comme Mercedes a pu le faire à un moment donné quelque chose dans les backstage et que tu reviens en 2030 avec quelque chose de consistant, au final, être motoriste, c'est toujours attrayant. Certes, tu vas pas forcément le vendre aussi cher qu'un moteur Mercedes, mais en attendant, on ne sait pas. Peut-être que c'est une technologie qu'ils maîtriseront mieux. C'est l'air hybride qui les a cassés en deux. Et le manque d'investissement de Renault. Oui, bien sûr. Mais au final, tu vois, il y a énormément de gens de chez Viry qui se font apparemment recruter par d'autres cellules parce que soi-disant que le moteur de Viry paraissait pas mal, donc voilà, bon, il y a plein c'est les échos qu'on a eu chez Audi et chez Ferrari, d'anciens de chez Renault qui sont partis dans ces deux écuries. Alors, on entend plein de choses un peu différentes, mais pour en revenir à ce que tu disais, j'ai quand même l'impression que ce qui est moche là-dedans, c'est que c'est pas Alpine version post-2016 qu'on dit au revoir là. C'est à toute la partie immergée de l'iceberg de ce qu'a fait Renault depuis 45 ans en Formule 1, a vu victorieux des Français, a fait éclore par le biais de son moteur des superstars comme Michael Schumacher, a donné une carrière à Flavio Briatore également. La première victoire d'Ayrton Senna. Bien sûr. Oui. Je sais pas si vous étiez... certains d'entre vous dans nos viewers, nos chers viewers, est allé au Grand Prix France historique, mais il y avait toute une exposition qui retraçait le parcours de Renault en F1. Il n'y a pas grand monde qui arrive à la cheville de cette marque. Il y a 3-4, mais sinon, c'est quand même du très très lourd, quoi. Et juste un autocollant merci Viry. C'est dégueulasse, c'est abject. Non, vraiment, c'est pas fou, quoi. Non, c'est dégueulasse. Il n'y a pas que ça, on a autorisé les signatures sur le moteur quand même. Sous le capot, hein. Ouais. Surtout sous le capot. Ça rappelle les adieux à Esteban Ocon l'année dernière. C'est aussi classe, aussi smart, bien évidemment. C'est la marque de fabrique sans doute d'Alpine version Flavio Briatore. Juste une petite anecdote, je vous raconte ça et promis, après on arrête avec tout ça. On a une bonne connaissance qui est partie à Enstone visiter l'usine. Et tu sais, quand tu visites l'usine de Enstone, que tu es créateur de contenu, on te met dans une salle et on te déroule des PowerPoint. Et sur ce PowerPoint, il n'y avait pas marqué Alpine, il y avait un logo Alpine, mais tout était brandé Team Enstone. Je vous jure que c'est vrai, Team Enstone. Et cette personne, derrière, devait faire une vidéo, tu sais, qui est validée après par Alpine et la marque qui te fait venir là-bas. Et la direction de la communication d'Alpine a dit oh là là, il faut surtout pas mettre les slides qu'on vous a présentés parce que le Team Enstone, ça va être très très mal pris, etc. Mais vraiment, la fin, mais je trouve que ça dit tout sur ce qui est devenu le projet Alpine et la fin du moteur Renault. Déjà que c'est une trahison d'avoir fermé cette usine de Viry-Châtillon, mais alors la forme, elle est dégueulasse. Et on devrait comparer même à ce qu'a fait Sauber. Vous l'avez vu, là, cette petite vidéo qui dure 15 secondes hier où tu vois Peter Sauber, le feu d'artifice, une petite musique, tu sais, un truc simple, smart, juste élégant et émouvant. On n'a pas eu une once de ça. La seule vidéo qui est sortie hier, c'est Pierre Gasly qui a fait un Reels du dernier démarrage d'un V6 hybride Renault installé dans une Formule 1. Voilà, même sur Canal, tu peux essayer d'avoir des... Alors, peut-être qu'ils ont essayé, je sais pas, hein, mais tu peux ramener des gens de chez Renault, voilà, un dernier hommage, je sais pas, et finalement, j'ai l'impression qu'ils ont tout fermé. La régie publicitaire... T'avais Prost et Gasly quand même qui étaient là pour... Superbe hommage. Et Fred Vasseur aussi. Alain Prost, c'est quoi aujourd'hui dans l'organigramme Renault, il n'a pas de place. Non, mais je veux dire de chez Renault. Oui, aujourd'hui. Renault, Alpine, ce que tu veux. Non, mais il fallait que ce soit quelqu'un de chez Ferrari qui le fasse. Il fallait que ce soit Fred Vasseur. Fred Vasseur a été exceptionnel hier dans ses propos. Et je vais paraphraser Frédéric Ferret aussi, qui dit on a un pan de notre patrimoine. Il a dit hier ça sur Twitter. Il dit il y a un pan de notre patrimoine qui se meurt et personne n'en parle. C'est dans l'indifférence la plus complète. Et c'était important pour nous, bien sûr. C'est 23 titres mondiaux. C'est énorme. Je crois que c'est 11 pilotes, 12 constructeurs. Ou exactement, 11 pilotes et 12 pilotes, 12 constructeurs. Donc voilà, merci Viry, merci Renault, pas merci Flavio Briatore et pas bravo Alpine, ça c'est une certitude. On espère bien évidemment qu'on aura un moteur français qui reviendra en Formule 1. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. Très rapidement, en 2 minutes, on regarde les résultats finaux de classement finaux
championnat, j'en perds mon français. 2 points. Le titre s'est joué. Il peut revenir, Max. Pardon. Entre Norris et Max Verstappen. Piastri finira 3e. Le reste du classement, vous l'avez. Fernando Alonso s'invite dans le top 10 et détrône Isaac Hadjar. Isaac, oui, il a perdu 2 places, le pauvre, sur la dernière course avec encore une voiture qui. Ouais, était très compliqué. Ouais. Très compliqué. Et puis côté classement du constructeur, très rapidement. Le midfield, il y avait une bataille. Racing Bull prend la 6e place, juste derrière Williams qui l'avait sécurisé depuis longtemps. Aston 7e, grâce au point de Lance Stroll et de Fernando Alonso. As termine à la 8e place. Et puis Kick Sauber et Alpine 10e. Bravo Tim Enstone. Bravo Tim Enstone. C'est vraiment une sacrée saison que vous nous avez proposée. Et en plus, sans élégance, c'est parfait. Merci les gars. C'était une super saison. Elle a été dure cette saison. Elle a été compliquée, elle a été mouvementée, on le sait. On remercie les équipes d'RMC. On va pas citer tous les noms, mais la régie, les gens qui nous ont fait venir, les gens qui travaillent aussi sur les réseaux sociaux pour découper toutes ces émissions. On est vraiment content d'avoir passé ce moment avec eux, avec vous. Merci les gars. Toujours aussi brillant en 2026. Je vous attends au tournant. On sera aussi soudés. Ouais, et toujours aussi soudés, c'est le plus important. Malgré le fait qu'on a quelqu'un qui dit des dingueries des fois. Vous allez vous régler hors émission, les gars. S'il vous plaît, on termine sur une bonne image. Et voilà. Il y aura peut-être un bilan de cette saison. On y travaille en tout cas avec les équipes d'RMC. On vous tient au courant. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Paddock Pass. C'est votre nouveau rendez-vous. C'est la F1 comme on aime. Avec Brice Germain, Hamza Ramani. Et on souhaite se régaler. On a déjà hâte d'être en 2026. Merci les gars. Ciao. Bonne journée. Ciao. Et salut.